Sunderlight Productions. Dans cet épisode, on parle d'identité secrète, de faire comme Indiana Jones, de bulldog anglais, de photographie animalière, de partager ses aventures, d'être bien d'accord avec soi-même, d'être plus vulgaire habillé que nu, d'intemporalité, d'être imparfait et torturé, mais beau quand même, de fil conducteur, de sortir sa douleur, de fêtard éméché et de gendarme belge, de la beauté de vieillir. Mais surtout, on va parler de comment transformer l'énergie négative en énergie positive et transformer un coup dur en coup de boost. Vous êtes tout dans l'heure du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur une photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil d'Umberta Richeux. Et je réalise que je ne t'ai même pas demandé avant d'enregistrer comment on prononce ton nom, puisque c'est pas courant pour le coup. Umberta, tout simplement. Umberta, tout simplement. Est-ce que c'est ton vrai nom ? Est-ce que je brise la magie si je te demande si c'est ton vrai nom, Umberta, ou pas ? Non, c'est pas mon vrai nom. C'est un pseudo qui a une jolie histoire, parce que moi je suis avocat. Ouais. Et je voulais pas qu'il y ait de confusion entre mon activité professionnelle et mon activité de photographie. Et le jour où je me suis posé cette question, je me suis dit il faut que je trouve un pseudo. Il y avait mon chien qui était pas Odette à l'époque, c'était Umberta. Et je me suis dit tiens, Umberta c'est quand même très joli. Et donc j'ai pris, je me suis réapproprié ce petit nom, donc Umberta et Richeux parce que c'est le nom de ma grand-mère qui s'appelait Berthe Richeux. Et donc du coup ça donne Umberta Richeux. C'est très joli, n'est-ce pas ? C'est un très très beau nom. Non mais c'est beau d'avoir une histoire. T'as fait comme Indiana Jones, t'as récupéré le nom du chien. Exactement. Une belle référence aussi. Non mais c'est marrant parce que effectivement, je me suis posé la question au moment où Jonc m'a envoyé le message pour me parler de toi, puisque c'est Jonc qui est passé, donc je crois que c'était l'épisode 40 du podcast, avec qui j'ai gardé le contact et qui a monté une maison d'édition et qui un jour m'envoie un message en disant écoute, j'ai une artiste dont j'édite le livre, elle est super, est-ce que ça t'intéresse de lui parler ? Donc évidemment, oui, ça m'intéresse. Et donc effectivement, je me suis posé cette question. Comme moi j'ai fait des recherches sur toi, je sais que ce n'est pas ton vrai nom, mais je me demandais justement s'il y avait un côté magique ou pas, parce qu'effectivement, en plus, les gens qui vont voir le livre pour la première fois, et ce que je te disais avant, qui pourront peut-être le regarder un petit peu rapidement au premier abord, peuvent avoir cette impression justement du côté magique du pseudo. Pour ça que j'osais pas forcément te poser la question. J'avais un petit peu peur de casser quelque chose, mais je me rends compte en fait que pas du tout. Il y a une raison très pratique à ça. Exactement. Ouais. C'est une jolie histoire. T'es toujours avocate en parallèle à la photo, donc ? Alors, je suis toujours avocat, mais je ne peux pas exercer aujourd'hui parce que c'est aussi une très très longue histoire. J'ai dû partir de la France. Donc actuellement, je suis en Italie et je ne peux pas exercer en Italie le métier d'avocat pour deux raisons. Parce que la législation en Italie est différente de la législation française. Et puis parce que mon niveau d'italien n'est pas encore suffisant pour pouvoir m'exprimer librement comme je le fais en français. Donc actuellement, je ne peux pas exercer mon métier d'avocat. Le grand problème des avocats, c'est que vous n'avez aucune souplesse en mobilité internationale. Ça, malheureusement, vous avez un super job, mais effectivement, il ne faut pas bouger. Il faut rester à Paris. C'est sage. Ça. Donc, je sais pas, tu as écouté, je crois, l'épisode de Jonc avant d'enregistrer. On commence toujours par la même question, qui est l'elevator pitch. Donc, tu rentres dans un ascenseur, il y a Steve Jobs qui rentre juste à côté de toi. Et il était connu pour coincer les gens dans l'ascenseur sur 3 étages et leur demander de résumer en 3 étages ce qu'ils font. Est-ce que tu peux te présenter assez rapidement ? Alors, l'exercice est un peu difficile, mais je vais m'y prêter. Lorsque j'étais enfant, j'étais passionnée par le dessin. Et je voulais je voulais faire l'école des beaux-arts. Je voulais faire des BD comme Bilal, par exemple, cet univers. Et puis, j'ai eu un accident de moto et j'ai perdu la dextérité dans ma main. Et donc, j'étais obligée de faire une croix sur le dessin.
je me suis donc interrogée sur l'humanité. Et je me suis tellement posé de questions qu'en fait, j'ai choisi de faire du droit pour avoir des réponses. Et je suis donc devenue avocat. Et la photo m'apparaissait comme une évidence. Et puis un jour, je me suis retrouvée dans un château abandonné, un peu au hasard. Et là, je me suis dit, mais cet univers, c'est l'univers qui s'était dessiné dans mon esprit lorsque j'étais enfant. Et un ami m'a pris en photo dans ce château et je me suis dit, mais c'est fantastique, je peux me servir de ma propre personne, de ces lieux, pour matérialiser ce que je n'ai pas pu matérialiser avec ma main. Et voilà comment j'en suis arrivée à faire des autoportraits dans le cadre de l'urbex, qui est principalement les lieux dans lesquels je me prends en photo. J'ai vu en recherchant que tu as une deuxième page Instagram plus dédiée au noir et blanc, mais j'ai l'impression que ça reste sensiblement. Enfin, alors, les premières photos sont pas du tout sur le même thème, mais quand on creuse un petit peu, on retombe un petit peu sur le même thème de l'urbex. Oui. Alors le noir et blanc, je trouve que c'est très beau, mais c'est peut-être plus difficile que la couleur au niveau des contrastes. Donc j'ai commencé à m'initier un peu au noir et blanc. Ça reste encore sous forme de projet. C'est pas encore ça. Je pense que mon noir et blanc n'est pas mature. Donc on est vraiment dans l'expérimentation aujourd'hui. Donc les carréments noir et blanc c'est la naissance en fait des carréments noir et blanc, et on verra dans l'avenir si ça prendra plus de poids. C'est une expérimentation donc en ce moment. Exactement. C'est marrant parce qu'il y a des gens qui pensent l'inverse, qui trouvent que le noir et blanc est facile et la couleur pas du tout. Oui, c'est pas mon sentiment, comme quoi nous sommes tous différents. Chacun sa perception. Si on parle de ta philosophie photo, c'est quoi tes références? Tu as des photographes, des livres, des photos qui t'inspirent plus particulièrement, ou est-ce que tu as éventuellement d'autres sources d'inspiration? Tu as dit que tu viens du dessin. Alors, mes sources d'inspiration, en réalité, ne sont pas dans la photographie, mais plus dans la BD. Donc, Bilal, forcément. Je pense à Manara aussi, qui est connu pour un style très érotique, mais ce n'est pas forcément l'érotisme qui retient mon attention. J'aime beaucoup Isler aussi. C'est la féminité que l'on peut retrouver dans ces images, quelque chose de fort. Et mes références sont vraiment dans le monde de la BD. Ensuite, si je devrais citer un photographe, ça serait Guy Bourdin, qui a pris en photo des femmes, mais jamais des femmes entières. Enfin, si, ça lui est arrivé, mais c'est souvent des femmes coupées. On voit que les jambes, par exemple. Donc, si je devais citer un seul photographe, ça serait forcément Guy Bourdin. Et autrement, mes inspirations sont bien davantage dans la BD. Mais est-ce que ce sont vraiment des inspirations? Je ne crois pas. Du moins, nos photographies sont la résultante de ce que nous sommes, et ce que je suis moi, c'est cet univers de BD. D'accord, c'est marrant parce qu'en fait tu parles d'un univers de BD, t'as pas réellement parlé d'image, j'ai l'impression que tu as plus parlé d'ambiance en fait. Si, d'ambiance, des atmosphères. Je suis plus je suis un chasseur de sentiments, d'émotions, plus qu'un chasseur d'images. Mais dans la manière dont on a parlé, en fait, t'as parlé de tout ce que ça t'inspirait, et finalement pas tant du graphisme de la BD en elle-même. C'est ça qui est, je sais pas si c'est intentionnel ou inconscient mais l'inconscient est assez révélateur, finalement. C'est clair. Si je te demande qu'est-ce qui te fait déclencher, c'est quoi qui fait que tu vas appuyer sur le bouton? Alors, en réalité, il n'y a pas de déclenchement, de réflexion, puisque je suis autoportraitiste. Donc je vais dans un lieu qui va m'inspirer ou qui ne va pas m'inspirer. Donc s'il ne m'inspire pas, évidemment, le cliché, il n'y aura aucun cliché. Et si le lieu m'inspire,
je vais poser mon trépied, mon boîtier, je vais installer ma télécommande et ensuite je vais vaquer à mes occupations, un peu comme du théâtre. Et je vais programmer ma télécommande qui va prendre une photo toutes les 6 secondes, par exemple. Et ensuite, parmi les clichés, certains vont retenir mon attention, d'autres pas du tout. Donc, qu'est-ce qui va déclencher qu'est-ce qui va faire que je vais déclencher? En fait, je peux pas répondre à cette question puisque c'est plus le lieu. Ce qui va retenir mon attention, c'est le moment où la personne que je représente va être la plus absente du présent. Donc tu cadres et tu vis dans le cadre en fait. Et Exactement. après l'appareil prend les photos à intervalles. C'est marrant comme approche. Moi je le voyais plus comme tu t'installes, tu prends une pause, tu mets ton déclencheur avec genre 2 secondes et voilà, et tu prends ta photo, mais en réalité tu penses pas tellement à la photo au moment où tu la prends finalement. Non. C'est un jeu d'acteur, d'accord. C'est une bonne explication et c'est une bonne façon de le voir et de le faire. Si je découpe un petit peu ton activité photo en 3 thèmes, parce qu'il y a 3 thèmes principaux. Le premier, c'est l'urbex, le deuxième, c'est l'autoportrait, le troisième, c'est le nu. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou est-ce que Oui. si on va aborder chaque sujet séparément et puis voir après comment ils se marient ensemble. Si on commence par l'urbex, donc déjà, tu fais ça à travers toute l'Europe. De ce que j'ai Exactement. vu. Comment est-ce que tu trouves, comment est-ce que tu choisis les endroits? Est-ce que c'est des déambulations un petit peu au hasard ou est-ce que c'est quelque chose de très calculé? Alors, pour trouver les lieux, c'est toujours très compliqué. Donc, ça demande beaucoup de recherche et beaucoup de patience. Les déplacements sont toujours calculés, c'est-à-dire que je sais à peu près où est-ce que je vais et qu'est-ce que je vais faire comme spot. J'aime pas trop ce mot spot, mais comme friche, on va dire. Donc tout ça, c'est quand même au préalable calculé. Ensuite, sur la manière dont je vais choisir les lieux, je vais privilégier les espaces publics, entre guillemets. C'est-à-dire que je vais privilégier les châteaux, les grandes industries, les théâtres, parce que c'est un espace où je m'y retrouve. Je vais évincer assez facilement tout ce qui est maison, parce que rentrer dans une maison abandonnée, dans une maison dans laquelle on peut retrouver les meubles, il y a quelque chose qui me dérange. Je peux pas me mettre nue, par exemple, dans une maison où il y a encore les affaires des gens, les tableaux accrochés au mur, où on a l'impression que les gens sont partis la veille. Ouais. Là, intellectuellement, j'y arrive pas. Donc, il y a certains spots que j'ai faits, parfois des lieux très très beaux, mais qui étaient beaucoup trop intimes. Et du coup, je ne parviens pas à faire mes autoportraits dans ce type de lieu. Je pense notamment cet été, je suis allée dans une maison qui était vraiment magnifique, mais vraiment très habitée encore. On avait l'impression que les gens étaient partis avant-hier. Il y avait un cadre avec la photo d'une dame et j'ai voulu faire des autoportraits, mais en réalité, je ne suis pas parvenue à me déshabiller parce que je la regardais, elle me regardait, je la regardais, elle me regardait, et là je me suis dit non, c'est pas possible. Donc j'ai pris des photos, mais j'ai pas fait d'autoportrait. Donc je vais privilégier les lieux, les espaces vastes qui ont eu vocation à accueillir du monde. D'accord. Et où je me sens parfaitement autorisée à circuler comme je l'entends, en respectant l'esprit du lieu. Vous passez les plans entre vous, tu connais d'autres photographes dans la même spécialité qui peuvent te dire tiens, j'ai trouvé un endroit, ça serait pour toi? Ou c'est des plans jalouses regardés? C'est des choses qui peuvent arriver. Moi, je déteste demander. Ça, c'est un problème. C'est quelque chose qui intellectuellement aussi me pose question. Il peut arriver, bien entendu, d'avoir un retour en disant, tu sais, j'ai vu un spot plutôt intéressant, penche-toi sur cette question. Pourquoi pas? Donc ça peut arriver. Il y a d'autres méthodes de recherche. Je pense à un spot qui est plus faisable aujourd'hui en Italie.
où l'espace était très vaste et sur les images que j'avais pu voir, il y avait des éléments qui m'ont permis de retrouver ce spot en faisant des recherches tout simplement sur Internet, Mm. sur les journaux en ligne. Donc ça, c'est aussi une technique. Il y a l'autre technique qui consiste aussi à scruter sur les photos satellites, hein, enfin sur Google Ouais. Earth. Hein. Donc il y a différentes techniques pour pouvoir trouver les lieux. C'est jamais très simple. D'accord, c'est un jeu de patience, quoi. Exactement. Comment on développe un œil pour trouver ce genre de décor, justement? C'est inné, c'est quelque chose qui se travaille? Je crois que c'est une histoire de détermination, je pense. C'est oui, je pense que c'est une histoire de. Il y a un besoin. C'est une espèce de drogue. Et il y a voilà un manque et donc une nécessité de trouver. Alors en réalité, je suis pas une urbexeuse Mm. au sens propre du terme. Quand je vois les copains photographes qui eux sont pour le coup réellement urbexeurs, où il y a vraiment une recherche du Graal, où ils enquillent entre guillemets beaucoup de spots, où ils ont des adresses incroyables. Moi, je vais me contenter de moins d'adresses, mais je vais y retourner plusieurs fois. Je vais y retourner plusieurs fois parce que je vais fouiner dans les coins. J'ai envie de respirer le lieu dans lequel je me trouve. Et puis parce que mon travail à moi, c'est un travail sur le corps, dans un cadre abandonné et donc tranquille. C'est ce que je recherche, hein, c'est-à-dire le silence, le calme et alors cette expression est un peu forte, faire l'amour avec le lieu. C'est pas vraiment ça. Se marier avec le lieu, se Fusionner, ouais. fusionner avec le lieu. D'accord. Alors justement, ça tombe bien que tu parles de ça. Du coup, tu es seul sur le lieu? C'est toi qui c'est des autoportraits, il n'y a jamais personne qui t'accompagne? C'est Alors un si, moment intime si parce ou... que moi je suis une trouillarde, Mm. hein, donc j'ai très peur. Donc je vais jamais seule sur un site d'urbex. Alors pour cette raison, parce que j'ai peur, mais aussi parce que c'est l'aventure quand même Ouais. l'urbex, et que l'aventure ça se partage. Ce sont des émotions qu'on doit partager. Alors euh, lorsque je vais sur un site d'urbex, je suis toujours accompagnée, mais c'est difficile pour moi que la personne qui m'accompagne reste avec moi dans le lieu, enfin dans l'endroit où je décide de faire mes autoportraits. Donc de manière générale, à 80%, 90% même, lorsqu'on arrive sur un lieu, on fait un tour, je choisis les endroits qui m'intéressent et mon coéquipier va aller dans une autre pièce le temps que moi je réalise mes autoportraits. Mais parfois c'est pas possible parce que le lieu est exigu et que il y a qu'une pièce qui est intéressante. Donc dans ce cadre-là, évidemment, je me retrouve avec mon coéquipier euh, et je m'adapte. Je m'adapte. C'est pas forcément inintéressant parce que du coup, je suis dans un autre personnage. Et parfois également, quand l'endroit est un peu trop sombre, donc c'est arrivé, hein, où mon appareil refuse de déclencher parce que j'ai un 5D et il commence à être un peu fatigué et que le système est un peu défaillant. Il m'arrive parfois de demander à la personne qui est avec moi dans ce cadre, lorsque le lieu est vraiment exigu, je programme donc ma prise de vue et je demande à ce que mon coéquipier appuie sur le déclencheur pour pallier à à la problématique de la télécommande. Donc ça peut arriver. On reviendra un petit peu plus loin sur les problématiques de sécurité parce que j'en avais parlé justement avec Jonc de ces trucs-là où effectivement tu arrives dans des lieux et tu as des fois des gens qui sont dedans aussi. Enfin, Oui, t'es pas toujours seul. Et justement, enfin, je l'ai gardé pour après parce qu'on va parler de l'autoportrait, on va parler surtout du nu en fait. Et je pense que dans la foulée du nu, c'est une question intéressante à aborder, ce côté justement où tu peux te retrouver nez à nez avec quelqu'un dans un endroit comme ça. Mais on va y revenir un tout petit peu plus tard. Le deuxième thème que je voulais aborder concernant ta photographie, c'est les autoportraits. Et ce qui est assez amusant, d'ailleurs je me rends compte maintenant qu'on parle, on voit très peu ton visage en fait, c'est-à-dire que là, la caméra s'est déclenchée, j'ai, parce que j'ai cherché, vu des photos de toi,
Mais la réalité, c'est que la plupart des gens qui sont pas très persévérants n'auront jamais d'idée de à quoi tu ressembles réellement. On voit très peu ton visage, en fait. En même temps, quand on regarde un petit peu, c'est des autoportraits, mais c'est pas vraiment toi que tu photographies, en fait. Exactement. C'est c'est une manière de communiquer. Tout le monde peut s'identifier à cette femme. Cette femme, c'est pas Umberta Richeux, c'est une compagne, une sœur, une cousine, une copine, et pour les femmes qui peuvent s'identifier également. L'idée, c'est vraiment de prendre par la main le spectateur, si celui-ci en a envie, et de l'emmener à l'intérieur de lui-même. Et l'intérieur de lui-même, eh bien, c'est peut-être et certainement aussi un peu brisé, parce que lorsqu'on a la chance de vieillir, ça veut dire aussi qu'on a rencontré des difficultés. Il y a beaucoup de symbolique là-dedans. Et ça ne nous empêche pas de vivre. Donc, les lieux abandonnés ont cette idée de mettre la lumière sur les blessures qui peuvent être les nôtres. Et cette personne apporte la vie. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et cette personne, eh bien, c'est tout le monde. C'est toujours la Et même, donc, mais elle est ouverte à interprétation, en fait. exactement. Exactement. D'accord, parce qu'il y a quand même pas mal d'accessoires. Il y a un peu d'accessoires, je crois. J'imagine que c'est des perruques, c'est pas toi qui changes de coiffure aussi Non. radicalement à chaque fois, parce qu'il y a quand même des gros changements. Le seul point commun finalement, c'est le tatouage en fait entre toutes ces images. Il y a un tatouage qu'on reconnaît régulièrement et qu'on voit revenir, qui est un petit peu le seul signe réellement distinctif de ce personnage en fait. Exactement. Oui, oui. Il y a 2 tatouages qui apparaissent et qui permettent une identification. Ça reste assez subtil, mais en même temps, ouais, je trouve ça rigolo aussi, parce que pour le coup, à l'instar de ce que tu disais, seuls vraiment les gens avertis ou qui s'intéressent notent en fait cette particularité. C'est la seule chose qui la relie à toi réellement en fait, au Exactement. final. Sinon effectivement, oui, on dit autoportrait, mais en réalité, tu photographies ton corps, mais tu photographies pas ta personne au final. Non, mon corps est ma matière en fait. Euh, c'est pratique parce que je suis toujours d'accord avec moi. Oui, t'as pas un mannequin capricieux qui veut pas faire ce que tu lui demandes de faire pour le coup. Exactement. Et puis, je traite les images parfois avec beaucoup de décalage, 5 ans ou 6 ans, ça m'arrive. Et donc, je doute qu'un modèle accepterait de recevoir les photos 6 ans après. Ouais. Donc, c'est pas plus mal. Puisqu'elle te suivrait aussi loin et aussi longtemps. Ouais. Alors par contre, il y a une chose dans le livre, en tout cas, je ne sais pas si c'était intentionnel ou pas, ou si tu avais peut-être le livre en tête au moment de faire les photos, puisque les photos, je pense qu'il y en a qui remontent à il y a très longtemps. Il est en 3 parties que je trouve extrêmement différentes. On dirait presque une évolution du personnage. Est-ce que d'abord les photos sont dans l'ordre chronologique dans le livre, ou est-ce que ça a été réorganisé après? Donc, les photos ne sont pas dans l'ordre chronologique. Donc, il y a des photos de 2012, 2013. Il me semble que non, il y en a une de 2012 jusqu'à aujourd'hui. Et l'idée était une femme habillée qui ensuite, dans le 2e chapitre, va se dénuder un peu, mais qui reste toujours avec un accessoire. Et le dernier chapitre, eh bien, nous y sommes. Elle est nue. C'est dans le sens inverse de la femme nue qui commence à s'habiller et qui finit par être habillée. Là, on est dans le déshabillage. Et c'est aussi très fort en symbolique. Mais c'est une construction en fait après coup, parce que je me demandais moi si c'était pas ton état d'esprit quelque part, c'est-à-dire peut-être tu as pris de l'assurance avec le temps sur Non. les autoportraits, ou est-ce que tu es parti directement bien en tête en disant je sais ce que je veux faire et je vais commencer comme ça et je vais y aller comme ça, et après c'est juste des opportunités au gré des journées, tu as des jours où tu sens plus une partition que l'autre en fait. Oui, alors, en réalité, le nu, je l'ai fait très rapidement. Ouais. Ça m'a pas posé problème parce que euh, il y a enfin, j'y vois pas de vulgarité dans le nu. Il y a des personnes qui habillées sont plus vulgaires que quelqu'un de nu. Donc le nu m'a jamais posé problème. Et en fait, très rapidement, en 2013, j'ai commencé à faire du nu en courant dans des hôpitaux psychiatriques abandonnés en Allemagne. Donc voilà.
Donc il n'y a pas eu comment dire, d'évolution en ce sens. Ensuite, le nu, il va se faire en fonction du lieu, de la température, quoique ça m'est arrivé de faire du nu également dans la neige, mais c'est plus problématique parce que les autoportraits, on voit pas, donc il faut un calcul et il y a des allers-retours avec l'appareil pour être sûr qu'on a bien mis le point, que au niveau du réglage ça va. Donc quand il neige ou quand il fait très froid, c'est plus délicat. Évidemment. Donc je vais privilégier plus les vêtements dans ce type de circonstances. C'est le lieu qui va inspirer le vêtement complet, le tulle ou la nudité. Quand je vais en urbex, je pars toujours avec un sac que je prépare en amont. Parfois, je sais pas exactement ce que je vais trouver le lendemain. Donc j'emmène 2 robes, 3 perruques, une paire de chaussures et en fonction du lieu, parce que rien n'est préparé, c'est que de l'improvisation. Parfois, il y a des lieux, je pense à un lieu, j'y suis allée au moins 20 fois, sinon un peu plus. Et donc ce lieu, parfois, je me dis tiens, je pourrais faire ça. Et donc du coup, l'image va être préparée en amont, mais c'est quand même assez rare. D'accord, mais d'où l'intérêt de revenir aussi sur les endroits de temps en temps, quoi. Oui, c'est très intéressant parce que j'ai fait un spot en 2016 avec un piano magnifique et j'y suis retournée cet été et en fait tout s'était écroulé. Donc là j'ai réalisé une autre série de photographies et donc l'idée c'est de mettre en parallèle ces deux moments. Donc c'est très intéressant de suivre l'évolution d'un lieu. Enfin moi en tout cas j'aime. Donc c'est en ça que je suis pas vraiment une urbexeuse. C'est autre chose. Je suis une amoureuse des lieux laissés pour compte, en fait. Je trouve que c'est des trésors. T'es presque une chercheuse de décors, en fait. Exactement. C'est pas l'urbex pour l'urbex, c'est l'urbex pour trouver un écrin dans lequel tu vas t'insérer toi. En fait. Exactement. J'avais noté, en fait, tu vois, on revient dessus, mais que c'était presque un portrait de ton état d'esprit, l'autoportrait finalement, plus que de ton corps. Exactement. C'est une définition qui est parfaite. Bon bah cool, je suis bien tombé. Non, ça amène même pas à débat. Le troisième aspect, on a commencé à en parler un petit peu, mais c'est normal, c'est une énorme partie de ton travail. C'est le nu. C'est une première dans le podcast. J'ai jamais eu quelqu'un qui faisait du nu. J'ai eu Vincent Licky qui faisait un petit peu de nu, mais c'était pas le thème principal de l'épisode. Et donc c'est la première fois qu'on se retrouve à parler de nu, qui est un sujet sur lequel moi j'ai très peu réfléchi, pour être tout à fait honnête. On en a discuté un petit peu nous en préparant l'épisode, mais pourquoi du nu en fait? Qu'est-ce que ça apporte à ton message? Parce qu'en fait c'est pas un sujet évident. Le nu, c'est pas un sujet où tout le monde va être à l'aise, que ce soit la personne qui fait des photos ou la personne qui les regarde. Qu'est-ce que ça apporte et pourquoi est-ce que ton message passe par ça? Alors la première raison, c'est l'intemporalité. C'est-à-dire que lorsqu'on est dénudé, il est impossible de pouvoir préciser l'époque. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Ensuite, c'est l'être lui-même. Lorsqu'on s'habille, on montre un choix, au-delà même de marquer sa propre époque. Si on est nu, on est, comment dire, on est dépouillé. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on touche l'essence même de l'âme par rapport à la nudité du corps. C'est ça qui m'intéresse, l'âme. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on voit pas mon visage, parce que si on voyait mon visage, les gens regarderaient le visage systématiquement. Donc du coup, lorsqu'on a un corps nu, eh bien, on est obligé de se poser la question sur l'âme. Enfin, du moins, c'est mon interprétation. Et puis ensuite, il y a quelque chose que je trouve aussi intéressant, c'est que moi, je fais pas 1m75, je fais pas du 95C. Moi, je suis une toute petite bonne femme, hein, je fais à peine 1m60, 1m57. Et je corresponds, je crois, à une majorité de femmes. Et c'est ça qui est intéressant. Et j'ai envie de dire,
eh bien, ouais, je suis pas parfaite, je corresponds pas aux standards de la société. Et alors? Et alors? Il faut pas, enfin, c'est notre corps est notre richesse, et il est beau, quoi qu'on en dise. D'aucuns diront, ah, mais non, en fait, tu peux pas faire ça parce que tu ne corresponds pas aux standards du mannequinat. Et ben, justement, justement, et j'ai envie de dire à toutes les femmes, nous sommes toutes belles telles que nous sommes. Donc la nudité a aussi cette vocation. Elle a aussi cette autre vocation qui est de dire le nu c'est pas vulgaire. Il faut pas faire de confusion. Et je me souviens d'une amie qui m'avait dit non moi je fais pas de nu, je suis quelqu'un de posé, je suis quelqu'un de respectable, je fais pas de nu. Et puis d'un autre côté, elle prenait des positions particulièrement sexy, habillée. Et je trouvais que mon nu à moi était beaucoup plus pudique que son habillé à elle. Ouais. Et on a eu l'opportunité d'en discuter. Et elle a finalement revu sa perception des choses. Donc le nu c'est pas la vulgarité. Le nu c'est nous, c'est nous. Alors voilà, ce message c'est on est beau, tout nu. Il n'y a pas de voyeurisme en fait. C'est vraiment la pureté, entre guillemets, si on peut parler de pureté. Le terme n'est pas adapté. C'est la simplicité. Alors, quand je t'écoute, en fait, je réalise déjà que, j'ai oublié une chose dans la question. J'ai dit c'est pas un sujet évident quand tu le regardes ou quand tu fais la photo. C'est pas un sujet évident quand tu es modèle non plus. Je l'ai complètement zappé dans ma première phrase, mais en fait, en t'entendant, je me rends compte que aussi, je l'ai oublié. Il faut que je le signale aussi. C'est qu'effectivement, tous les participants à la photo, c'est pas forcément simple, même s'il y a des gens qui sont plus à l'aise par rapport à leur corps que d'autres. La deuxième, c'est que j'ai l'impression, et c'est rigolo parce que ça recoupe une conversation que j'ai eue il n'y a pas longtemps avec Amélie Marzouk, qu'en te mettant à nu, finalement, tu simplifies tellement tes options, tu t'enlèves tellement d'artifices, entre guillemets, d'options, de trucs, que finalement, ta photo, elle est beaucoup plus simple, elle est beaucoup plus directe, et tu dois aller chercher d'autres choses à l'intérieur. C'est ce qu'on avait dit avec Amélie, qui a un setup assez simple, en fait. Elle a les photos pour lesquelles elle est très connue, c'est un fond noir, une seule lumière, et après, ça n'est que de l'interaction et le sujet qui sort des choses de lui. En fait, c'est un peu ça. C'est que Exactement. Tu supprimes le vêtement, tu supprimes plein d'options pour te cacher, qui te permettraient de te cacher, en fait, et ça t'oblige à sortir des choses de l'intérieur. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est une communion. Oui, c'est une communion. On va revenir un petit peu sur le mélange de nu et d'autoportrait. En fait, c'est toi que tu mets en scène, tu as créé un alter ego, en fait, je pense que ça fait un gros résumé de ce qu'on vient de dire, mais tu as créé un alter ego dans lequel tout le monde peut s'identifier, c'est ça, Umberta Richeux, en fait ? Exactement. La question suivante que j'avais prévue, mais tu y as déjà répondu, c'est comment on est à l'aise à mettre en scène son propre corps. Mais du coup, tu y as répondu de très très belle manière déjà. J'ai vu dans une story que tu le faisais parfois avec le corps des autres aussi. Ta photographie. Alors ça m'arrive. Ouais. C'est des apartés. Donc c'est pas très fréquent, mais ça m'arrive. Je trouve que l'exercice est beaucoup plus difficile parce que comment expliquer les choses, je veux que tout le monde soit content. Je suis un peu comment dire, une rêveuse. Et j'aime bien quand les gens sont contents. Prendre en photo les gens, c'est compliqué parce que ils peuvent ne pas être d'accord avec l'interprétation que l'on fait d'eux. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui m'angoisse terriblement. Mais ça m'est arrivé et en règle générale, je préviens mes interlocuteurs en leur disant tu n'auras pas beaucoup de photos, tu en auras peut-être une, peut-être qu'il y en aura deux, on ne sait pas. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que lorsque moi je prends des photos, je change, et c'est très bizarre. Et donc je deviens extrêmement autoritaire. Et ça, c'est quelque chose qui m'impressionne parce qu'en fait, je suis pas comme ça dans la vie. Et donc quelques-uns de mes modèles entre guillemets ont été surpris de voir comment est-ce que je menais la séance.
Et moi-même, j'étais surprise. Donc du coup, je suis un peu craintive, mais ça s'est bien passé à chaque fois. Hein. Ouais. Y a pas de souci. Et peut-être que à l'avenir, je développerai aussi davantage le travail sur le corps d'autrui, parce que c'est aussi intéressant, en ne gardant bien sûr des séances qu'une seule image, parce que c'est pour moi très fatigant, parce que je me marie vraiment. J'essaye de faire la photo, de sortir du corps de l'autre ce quelque chose qui m'interpelle. Et du coup, la concentration est très importante et c'est très épuisant pour moi. Il y a vraiment, j'essaye de rentrer dans le cœur et dans l'esprit de l'autre. Et donc, j'en fais pas beaucoup pour l'instant à cause de ça, mais c'est quelque chose qui peut-être à l'avenir sera plus fréquent. Du coup, tu te sens plus photographe ou plus modèle en ce moment? Alors, dans quel sens? Aujourd'hui ou lorsque je prends les gens en photo? En fait, la manière dont tu le présentes, c'est que c'est pas. J'ai l'impression que c'est pas la même personne qui fait des photos, tu vois, des autres, que Exact. celle qui fait des photos de toi. Donc finalement, est-ce que la photo, c'est juste une partie de ton processus ou est-ce que c'est quelque chose qui va t'intéresser en soi, en fait? Alors, l'appareil photo, la photographie est pour moi la manière de renouer avec le dessin. C'est un instrument qui me permet d'aller là où je ne peux plus aller de par la perte de la dextérité de ma main. Et il y a un besoin compulsif de prendre en photo, en fait. Voilà, c'est l'appareil photo. Moi, je sais pas comment me définir. L'appareil photo est un outil qui me permet de mettre en exergue les images qui peuvent se balader dans mon esprit. D'accord. C'est ton nouveau Mais il y a un crayon. besoin vraiment, c'est frénétique, hein. Il y a vraiment un très très grand besoin. Donc, lorsqu'il y a eu, par exemple, le confinement, non loin de là où je vis, il y a une petite rivière. Et cette rivière m'a servi de décor, même lorsqu'il faisait très froid, parce qu'il y a un besoin. Il y a un besoin de prendre des photographies, vraiment. Donc je ne sais pas comment on peut qualifier photographe. Pour moi, quand on dit photographe, ça implique une connaissance parfaite de la technique. Et en réalité, moi, je n'ai pas cette connaissance parfaite de la technique. Tout est une intuition. Enfin, un photographe, on l'a dit plein de fois ces derniers temps, un photographe, c'est pas qu'un outil, et c'est pas qu'un savoir-faire. C'est aussi un œil. T'as l'air d'avoir alors je mets des grands guillemets, des obsessions très très ciblées. Tu vas être très focalisé dans ce que tu fais sur quelques thèmes qui créent une cohérence dans ton travail, qui font un petit peu ton identité. Est-ce que justement c'est ça qui te permet justement de définir qui tu es? Je prends l'exemple du chien parce que vraiment on voit tout ton amour pour ce chien à travers les photos que tu as pu partager de lui, mais d'une manière générale en fait il y a peu de thèmes dans ton travail, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Est-ce que ça fait partie justement de ton process? C'est pas conscient. C'est pas du tout conscient. Alors Odette, puisque Odette, c'est mon quotidien depuis 7 ans, et avant Odette, il y avait Umberta qui m'a suivi pendant 13 ans, et avant Umberta, il y avait Oscar. Donc les trois sont des bulldogs anglais. J'ai un amour immodéré pour le bulldog anglais, et forcément, Odette, qui partage mon quotidien, va venir dans mes images. J'ai emmené Odette avec moi en urbex. J'avais emmené également Umberta avec moi, mais je les emmène pas. J'emmène pas Odette systématiquement parce que je suis un peu une mère poule avec elle, et donc je veux pas lui faire prendre des risques. Et surtout que Odette, en réalité, elle est extrêmement vive. Non pas qu'elle ne soit pas obéissante, mais c'est un Jack Russell dans le corps d'un bulldog. Donc du coup, je prendrai pas le risque de l'emmener avec moi. D'accord. Au niveau des thèmes, évidemment, 90% sont des autoportraits dans des vieux d'urbex, mais il y a également quelques fenêtres qui s'ouvrent, notamment, je pense, à l'eau de source, qui est toute une série que j'ai réalisée à la rivière, notamment pendant le confinement. Et puis ensuite, les thèmes à l'intérieur de l'urbex vont aussi changer. Il va y avoir des axes un petit peu différents.
dans l'ensemble, effectivement, il y a une cohérence, il y a toujours un fil conducteur qui est le même, hein, et qui est le dialogue du cœur, peut-être. Je sais pas, c'est comme ça en tout cas que moi je le vis. Un besoin. Alors, je sais pas si je réponds vraiment à la question. Le thème omniprésent, c'est la communication Mm. et l'émotion. Je m'étais noté, tu vois, est-ce que ça crée une proximité? Après, je sais pas, en fait, la notion de proximité. Moi aussi, le bulldog anglais, en fait, j'ai pas d'animaux, j'ai jamais eu d'animaux et je pense que je serais jamais capable de m'occuper d'un animal. Mais si j'avais un chien, j'aurais un bulldog anglais aussi. Donc, du coup, moi, ça crée automatiquement une sympathie pour toi quand je vois cette photo-là, parce que enfin, je me dis, quelqu'un qui aime ces chiens-là, tu peux être qu'une bonne personne, quoi. C'est pas possible. Ils sont tellement mignons, ils ont tellement des gueules. Je sais pas si c'est un biais qui vient de moi ou si c'est quelque chose d'assez généralisé, mais voilà, en tout cas, c'est assez rigolo de voir que bah, ça crée cette proximité et en même temps, c'est cohérent avec ce qu'on a dit avant, de pouvoir s'identifier dans ton travail à peu près tous les niveaux en fait à toi. Je l'ai dit, en intro, quand Jonc m'a envoyé ton livre pour me dire est-ce que ça t'intéresserait, du coup, bah, le premier regard, j'étais un petit peu occupé, j'ai regardé en diagonale. Et entre le nom, le fait qu'on ne voit pas ton visage et le travail regardé en diagonale, je m'attendais à une artiste un peu torturée. Et en fait, je suis presque surpris de voir que tu es une personne tout à fait normale, qui a la tête sur les épaules, qui a des idées extrêmement claires sur ce qu'elle va. Est-ce que ce personnage, justement, que tu as créé, c'est voulu de lui donner un petit peu aussi ce côté un petit peu ambigu, entre guillemets, ou est-ce que c'est totalement un hasard, ou est-ce que c'est peut-être moi qui l'ai mal perçu? Alors, je pense, alors sur l'aspect torturé, euh, je pense que nous le sommes tous un petit peu. Je pense que nous le sommes tous. Qu'on ait quelques difficultés ou de grandes difficultés, euh, on a toujours quelque part une douleur. Il faut qu'elle sorte cette douleur. Il faut la matérialiser. Il faut parler. C'est vraiment, c'est aussi l'un des messages. Parler, c'est communiquer, parler. Donc dans ces images, forcément, il y a une part de douleur qui existe. Hein. Elle est pas mimée. Elle est réelle. Et ensuite, nous devons vivre. Hein, personne va nous aider. Enfin, la personne qui nous aide le plus, c'est nous-mêmes. Donc, on peut pas céder à nos propres angoisses. C'est aussi ça le message. Il faut les gérer. Il faut avoir la tête sur les épaules. Il faut rester debout. Et c'est aussi la symbolique de toutes ces images, c'est-à-dire que les lieux sont abandonnés, ils s'écroulent, et nous on est là, et on a une réverbération de ces lieux dans notre cœur, mais on est là et on est vivant, et rien n'est fini. Tout peut recommencer. La vie. Et, et donc je suis assez contente de l'analyse que tu fais, à savoir que tu t'attendais à avoir quelqu'un de perturbé et qui finalement a la tête sur les épaules. Oui, je pense que c'est les deux en réalité. Il faut pas voiler notre côté sombre. Donc on a un côté sombre, mais il faut le gérer parce que voilà, on peut pas céder. Il faut pas céder au côté obscur qui sommeille en nous. Donc, Voilà. tu dirais que tu t'autorises à sortir des choses qu'on s'autorise pas à sortir d'habitude et que c'est peut-être ça justement qui fait le côté un peu thérapeutique de ton œuvre. Exactement, exactement, exactement. Donc quelque part tu vas aider les gens à ressortir ce côté-là s'ils arrivent à s'identifier à toi en fait. Alors oui, alors à la base, les images n'avaient pas cette vocation-là. Les images, c'était vraiment une manière de poser quelque part ce qu'il y avait au fond de moi. Et puis, j'ai commencé à poster sur Facebook pardon, en 2013. Il y a eu un retour plutôt positif, hein, et j'ai trouvé ça bien. Donc aujourd'hui, si le lecteur de À pas de loup peut s'identifier, c'est super. Hein. Je trouve ça fantastique. À la base, la vocation, c'est soyons-nous. Enfin, nous sommes petits, gros, moches, minces, vieux, jeunes, mais on vit. C'est ça le plus important. Ouais. On vit. C'est un message de vie, D'accord, d'espoir. c'est un beau message alors, je le retiens. Traditionnellement, pour clore la partie philosophie photo, on parle d'une image en particulier. Et moi, il y en a une qui m'a sauté aux yeux et qui m'est restée en tête, c'est le caddie. Ouais.
Si je décris cette image, tu es dans un décor, alors ça a l'air d'être plutôt en extérieur, sous un pont peut-être, ou dans un endroit qui a l'air en tout cas un minimum ouvert. Il y a un caddie abandonné au milieu d'un tout un tas de débris devant un mur graffité. Et toi, tu t'es mise dans ce caddie, en fait, toute nue. Et tu poses. Et cette photo, je la trouve extrêmement forte, en fait. Et j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de comment tu en es arrivé à faire cette image-là. Qu'est-ce qui l'a inspiré? Pourquoi c'est celle-là à la fin qui reste? Puisque tu l'as dit, tu évolues devant ta caméra pendant un certain temps. Voilà. Qu'est-ce qui t'a inspiré à faire cette photo-là? Alors, le lieu était probablement une ancienne usine Mm. et ce caddie se trouvait là. C'est une exploration qui était vraiment, vraiment sympa, où avec mon coéquipier, on a beaucoup rigolé. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc, j'ai fait quelques autoportraits ici et là, et ce caddie est devenu une évidence, évidemment. Donc, c'était très drôle à réaliser parce qu'évidemment, le caddie il roulait. Ouais. Donc, il a fallu coincer les roues du caddie. Mais avant de coincer les roues du caddie, ça a été toute une folle aventure. Et ça, c'est un moment, un très joli moment d'amusement. L'urbex, c'est aussi ça, enfin, des explorations. Et puis j'ai réalisé toute une série dans le caddie. Il n'y avait pas réellement à la base d'inspiration, c'est-à-dire que le caddie était là, ça m'est apparu comme une évidence. Mm. Quelque temps après, donc la photo a dû être prise en 2014 ou 2013, donc c'est une ancienne photographie. Quelque temps après, j'ai fait le parallélisme avec l'album de Damien Seize. C'est Damien, je crois, Seize. J'accuse. Je connais pas. C'est un album où il conteste un peu la société de consommation. Et il y avait une photo d'une femme dans un caddie qui a d'ailleurs été interdite de publication dans le métro parisien. Et effectivement, il y a quand même une similarité entre ces deux photos. Mais la photo de cet album, J'accuse, je ne l'avais pas en tête lorsque j'ai matérialisé cette image-là. Et donc cette image, effectivement, elle est forte, hein, parce que elle peut symboliser exactement ce que l'on peut retrouver sur cette photo de pochette de Damien Seize, c'est-à-dire la société de consommation. C'est évident. Mais enfin la femme objet que l'on met dans un caddie, et j'irai un peu plus loin, qu'on abandonne en fait. Qu'on abandonne sur un parking. La pose, elle est un petit peu aussi dans cette veine-là. C'est-à-dire, ça pourrait être tout à fait un mannequin de vitrine qu'on a abandonné dans un caddie et qui traîne là, quoi. En fait, ça pourrait tout à fait être ça aussi. Exactement. Donc, il y a un vrai message derrière, malgré tout, malgré le côté. On est dans le délire et tout, il y avait quand même un message. Exactement, c'est exactement ça. Qui Mais c'est ça qui est très intéressant. Donc cette image, effectivement, elle est forte par rapport à ce qu'elle représente, non pas par rapport à la pochette d'album de Damien Seize, mais par rapport à ce que tu viens de dire, à savoir effectivement cet abandon dans le caddie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette réalité difficile, émouvante, vient se caler dans un autre moment de joie. Et c'est la vie. C'est drôle le contraste entre justement les conditions dans lesquelles la photo a été prise et finalement ce qu'elle ressort en termes d'émotion, quoi. Alors en fait, moi je fonctionne par case. Alors je sais pas comment les autres personnes fonctionnent. C'est-à-dire que alors, je suis pas très drôle quand je prends les photos en réalité. Quand il y a pour reprendre cette référence à cette image-là, donc effectivement, on était dans un cadre très très récréation. Et lorsque j'ai commencé à faire la série, je n'étais plus dans la récréation. C'est-à-dire qu'il y a le tiroir récréation a été refermé pour ouvrir un autre tiroir plus profond. Et lorsque la série, j'ai jugé, alors il me faut beaucoup d'images, parce que comme c'est des autoportraits. Je dirais qu'il y a une image sur 100 qui peut être exploitable, et c'est pas toujours le cas. Parfois, il y en a plus. Et une fois que la photo, lorsque je constate que j'ai la matière, j'ai eu au moins une photo, et je referme le tiroir, et hop, on retombe dans la récréation. C'est vraiment deux volets complètement verrouillés. Et lors de la prise de vue, lorsque je fais les autoportraits,
oui, effectivement, je l'ai déjà dit, je suis redondante. Je suis pas vraiment très drôle parce que je suis en phase avec une partie sombre de ma propre personnalité et je la respecte. D'accord, c'est l'actrice en fait qui prend le pas, c'est plus toi, t'es dans ton personnage, t'es dans le... Exactement, Ouais. c'est exactement ça, c'est rentrer dans le personnage. Ok. Juste question bêtement technique, tu dis que tu poses ton appareil, tu le fais déclencher toutes les 6 secondes. Tu mets combien de temps à faire un autoportrait? Tu peux passer combien de temps à poser devant? Alors, c'est toujours très très long. C'est toujours très très long. Bon, il y a les copains qui font de l'urbex avec moi, parfois jugent que c'est trop long, ce que je peux comprendre. Donc parfois je suis un peu stressée parce que ils me disent dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. On parle quand même de gens qui prennent des photos sur trépied, donc ils ont quand même l'habitude de prendre leur temps. Hein. Oui, mais moi je suis quand même très très longue parce que rien n'est préparé, donc c'est vraiment des improvisations. Donc je peux rester très facilement et de moyenne 1 heure pour avoir une photo, quoi, ou 2. Parce que en fait, moi je suis pas modèle et en fait j'aime bien dire ça. Je fais de la photo animalière. Voilà, je suis un petit animal sauvage qui va vaquer à un endroit ou à un autre. Et par conséquent, lorsqu'on fait la mise au point dans l'appareil, on le fait à un endroit précis, mais je vais jamais rester à cet endroit précis. Et je bouge constamment. Donc, lorsqu'il y a beaucoup de lumière, on peut rattraper, mais quand il n'y a pas beaucoup de lumière, la plupart des photos sont floues. Et donc, je suis obligée de les recommencer et je les recommence jusqu'à ce que j'en ai au moins une. D'accord, donc tu contrôles quand même au moment où tu fais les photos que t'as le résultat qui t'intéressait, quoi. Alors, lorsque je juge que j'ai une photo de bonne, je vais souffler, mais je vais quand même continuer. Parce que il y a un côté très addictif, c'est-à-dire que lorsque c'est comme oui voilà, c'est un jeu, on est sur scène et j'ai pas de public en réalité, mon public c'est moi-même et j'oublie tout. Il y a vraiment une ivresse. Je sais plus qui je suis, je ne suis plus, il y a plus d'identité et c'est vraiment jouissif. On sort à chaque fois que je sors d'une séance d'autoportrait, je me sens sereine parce que j'ai vraiment, voilà. T'as tout sorti, quoi. Exactement. Autre question purement technique, après on va revenir à l'essentiel. Tu entends l'appareil qui prend des photos et du coup tu poses et tu attends que la photo se prenne? Alors, tantôt oui, tantôt non. Là, dernièrement, je suis allée sur un lieu qui était très très sombre et j'étais obligée de faire du HDR, donc plusieurs prises. Et là, j'entends l'appareil et j'essaye de calculer le temps de pause. Et donc, il y avait 6 secondes ou 7 secondes. C'est beaucoup. Donc là, inutile de dire que les 3/4 des photos ont été loupées. Et là, effectivement, je prête oreille. J'entends le clac, clac, clac. Et c'est aussi important. Et j'ai envie de dire, c'est une musique. Ça devient une musique. Et on est aussi dans cette attente. Et il m'est même arrivé de cliquer pour entendre le clic, clic, clic. Parce que je trouve que c'est rassurant. Et donc voilà, j'ai entendu ici et là les gens qui disaient l'urbex c'est inquiétant. Ce sont des lieux lugubres, sombres. Moi, c'est pas comme ça que je les vois. Hein. Je les vois plutôt comme des trésors, des grâles, et je m'y sens en sécurité, même si effectivement, alors je sais pas si cette question tu vas me la poser parce que tu l'as évoqué tout à l'heure, si l'on tombe sur des personnes, qu'est-ce qui se passe? Donc moi, ça m'est arrivé. C'est le bon moment pour la poser. 2 fois. Bonjour. Bonjour. Donc la première fois, c'était un peu compliqué, j'ai eu très peur. Parce que il était 8 heures du matin dans un spot qui était un peu inquiétant pour le coup, mais moi je le vois pas sous cet angle-là. C'est après coup, effectivement, c'était peut-être un peu inquiétant. Et j'étais avec 2 coéquipiers cette période. Enfin à ce moment-là, les 2 coéquipiers étaient à l'étage pour me permettre de me laisser faire mes autoportraits. Et à l'époque, j'étais avec Umberta. J'avais emmené mon chien. Ouais. J'avais emmené Umberta avec moi. Et donc j'étais nue avec une perruque blonde. Enfin même blanche, et un porte-cigarette. Et là, le mec qui se réveille et qui tombe sur toi. Et des talons, nus avec des talons. Et 3 garçons des boules, à mon avis, ils devaient sortir de discothèque. Ouais.
ils étaient un peu éméchés et quand ils m'ont vu, j'ai tout de suite compris qu'ils se sont dit, eh ben voilà notre dessert, c'est super. Donc mon chien a immédiatement réagi et s'est mis en position de défense. Donc ça a été un premier recul. Et puis ensuite, moi j'étais pétrifiée de peur, hein, donc je bougeais plus. Et alors c'est très étrange. Donc la peur, c'est pas la première fois que je la vis. Et elle est, je crois que je la développerai à un moment ou à un autre. On est bloqué, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de paralysie et on peut plus bouger. Et donc c'est un peu ce qui s'est passé. Et la seule chose que j'ai su dire, c'est je ne suis pas toute seule. Et progressivement, j'ai monté de telle manière à ce que mes deux coéquipiers descendent et il n'y a pas eu de problème. Mais ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Donc là, ça a été neutralisé. Mais effectivement, je pense que si j'avais été seule, j'aurais passé un sale moment. La deuxième fois, donc c'était en Belgique et j'avais fait une première série habillée et je commençais à me déshabiller. J'étais quasiment nue, hein, je devais avoir ma culotte quand soudainement déboulent deux gendarmes. Et Je me là, dis, mais madame, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je fais des autoportraits, mais c'est interdit. Rhabillez-vous et sortez de suite. Présentez-nous votre carte d'identité. Alors je dis, bah là, c'est-à-dire qu'en fait, laissez-moi quelques instants. Et donc, ils m'ont laissé effectivement le temps de me rhabiller. Ce qui était gênant, pour le coup, là, c'était gênant parce qu'ils n'ont eu de cesse de m'observer. Ce qui était de bonne guerre, hein. Enfin voilà, il faut assumer, hein. Donc j'ai parfaitement assumé. Et puis ensuite, ils ont pris mon identité et puis ils m'ont dit, bah enfin voilà, partez, mais vous n'avez pas le droit. Donc là, aujourd'hui, on ferme les yeux, mais ils ont pas vraiment fermé les yeux, de ce que tu ils viens n'ont de pas dire. fermé les yeux, non. Voilà, ça fait partie du jeu, quoi. Ça fait partie du jeu. Mais c'est quand même des aventures. C'était justement, quand on avait parlé de sécurité, j'allais y venir un petit peu plus tard, mais du coup, tu as répondu un petit peu en avance. Mais c'est vrai que, par exemple, Jonc, on en avait parlé, il me disait, bah, on croise des gens de toute nature, donc des gens qui viennent vivre l'aventure, des gens qui sont complètement paumés. Et effectivement, toi, avec cette couche de nudité en plus par-dessus tout le reste, justement, comment on gère de se retrouver potentiellement face à des gens. J'ai pas envie de dire dangereux parce que c'est pas forcément le cas, mais la Ouais. nudité peut provoquer des réactions fortes, voire violentes, chez certaines personnes qui n'auraient peut-être pas réagi à te croiser finalement dans un environnement comme ça. Mais effectivement, tu vois, l'histoire que tu racontes des trois mecs éméchés qui te voient nu, perruque blonde, avec des talons. Ils t'auraient croisé habillé, ils auraient peut-être pas relevé, tu vois. Et puis là, bah, du coup, ils se sont tout de suite fait un film. Exact. Je veux dire, enfin voilà, les mecs qui sortent de boîte, ils sont bourrés, ils voient une fille nue blonde avec des talons. Dans un lieu abandonné. Dans un lieu abandonné, enfin tu vois tout de suite le truc qui peut se passer dans leur tête, quoi. C'est les mecs qui atterrissent dans leur tête au milieu d'un film porno et il va se Exactement. passer ce qui se passe dans un film porno, quoi. Donc c'est cette couche-là supplémentaire quand on parle de sécurité dans ce que tu fais qui ajoute une couche de danger en fait en plus finalement. Exactement. C'est pour ça que il est impératif d'être accompagné d'un homme. J'ai déjà fait de l'urbex avec deux copines, mais j'étais pas forcément à l'aise dans le nu parce que quoi qu'on en dise, dans ce type de circonstances comme celle que je viens d'évoquer, trois femmes, on faisait pas forcément le poids. Ouais. Je pense qu'on aurait dansé en fait. Lorsqu'on est accompagné d'un homme, bah, finalement, mine de rien, ça fait son petit effet. Et on est plus en sécurité parce qu'un homme qui rencontre un autre homme, il va se poser plus de questions que si c'est deux femmes. Ouais. C'est une réalité, faut pas se voiler la face. Hein. Moi, j'ai pu tester et enfin, au niveau du sentiment, voilà, je me sens plus en sécurité si c'est un homme qui m'accompagne. En tant qu'homme, c'est pas beau à dire hein, ce que je vais dire, mais en tant qu'homme, je pense qu'on se sent rarement menacé si on doit en venir dans un combat face à une femme, alors que face à un homme, on sait qu'on peut se faire, on peut se prendre une raclée, quoi. T'as pas l'impression qu'une fille va pouvoir qu'une femme va pouvoir te mettre une raclée, là où il y a toujours ce risque face à un homme, en fait. C'est un sentiment de puissance qui est très con, hein, mais qui est réel. Mais qui est réel, et je pense que tous les hommes seront bien forcés de l'admettre, c'est qu'on se sent pas en danger, et c'est peut-être d'ailleurs là
le pire en fait de cette histoire, c'est qu'on on se sent pas en danger face à une femme et que du coup, bah, ça peut amener à des comportements qui sont Approprié. pas appropriés, exactement. Peut-être ça le problème finalement, on se sent un petit peu trop puissant. Si on aborde le côté, c'est presque plus léger maintenant le côté business par rapport à ce qu'on vient de dire. Aujourd'hui, c'est quoi ta source de revenus principale? C'est quoi ton activité principale professionnellement? Alors aujourd'hui, ma situation est extrêmement particulière. Et donc, je n'ai plus de source de revenus, donc je suis dans une situation de précarité, on va dire. Aujourd'hui, j'essaye de trouver des alternatives à cette problématique qui est très lourde, puisqu'effectivement, j'étais obligée de quitter la France, puisque mon appartement a fait l'objet d'un arrêté de péril imminent, et je n'avais plus la possibilité de pouvoir vivre dans cet appartement. Comme je suis avocat, forcément cette situation a impacté mon activité parce que je me sentais plus en capacité de pouvoir aider les autres alors même que moi-même j'étais en difficulté. J'ai eu la possibilité d'avoir la jouissance d'un appartement quelque temps, mais ça n'avait pas vocation à perdurer dans le temps. Et donc puisque j'avais plus de logement en fait, donc je suis partie en Italie de ce fait-là. Aujourd'hui, au niveau des ressources, c'est quelque chose de très 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 compliqué. Donc, j'essaye de faire comme je peux. Il y a des portes de sortie qui peuvent se présenter à moi, mais elles ne se sont pas encore matérialisées. Et comme je suis un peu superstitieuse, eh bien, j'en parle pas forcément parce que j'ai envie de me donner toutes les chances à ces perspectives. Donc, c'est une affaire à suivre. Voilà, au niveau de la photographie, pour moi, lorsque Jonc m'a proposé la réalisation de ce livre, ça a été quelque chose de fantastique. J'ai été vraiment touchée, émue. Je suis très très contente de la réalisation du livre et c'est un très bel objet. Je vends quelques photographies via Art Photo Limited, qui est un site d'art, une galerie d'art en ligne. Et développer quelque chose. Les gens qui se demandent quel est ton vrai nom peuvent aller là-bas pour le voir, parce que c'est ça qui apparaît. Hein. Il apparaît mon vrai nom sur Art Photo Limited. C'est comme ça que j'étais sûr que c'était pas. C'est là qu'on le trouve. Ça va changer donc d'ici à la diffusion de l'épisode. Mais voilà, si tu réagis pas très vite, les gens vont connaître quel est ton vrai nom assez facilement. Ouais, très bonne information. Voilà. Mais je l'avais déjà vu, je leur avais déjà indiqué qu'à cet égard, je tenais à ce que Umberta Richeux demeure. Ouais. Bon, il y a peut-être eu un loupé, ça va être corrigé. Je vais leur écrire et je suis sûre que ça va être fait très rapidement. Donc désolé, l'épisode sort 15 jours après l'enregistrement, donc ce sera certainement corrigé d'ici là. Ça va me laisser le temps de réagir. Exactement. Ouais, c'est pour rebondir sur ce que tu disais, il y a ce moment en fait quand tu es photographe mais que t'as pas nécessairement pensé à en vivre, où tu commences à un moment à faire un peu d'argent avec ta photo, parce que c'est ça, c'est libérateur, non? Alors ça me plairait beaucoup, énormément, vraiment. C'est quelque chose qui m'apparaît même fondamental. C'est quelque chose qui peut-être dans le temps va se construire. Moi, je fais toujours les choses de manière très lente, parce que j'aime pas la pression. C'est la bonne manière de faire, soit dit en passant. Pardon ? C'est la bonne manière de faire les choses en prenant le temps de les construire proprement. C'est comme ça que tu as des bases solides. C'est ça, exactement. Exactement. Pas faire comme mon appartement, comme l'immeuble, c'est-à-dire que là, c'est l'immeuble qui s'écroule, mais moi j'ai pas envie de m'écrouler dans la photographie. Au contraire, j'ai envie de construire effectivement des fondations et c'est quelque chose qui me plairait énormément. Donc tout ça se fait petit à petit. Donc il y a Photo Limited, il y a Pas de loup, ça je suis vraiment très 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 contente. Et puis il y a d'autres projets qui sont en train de se mettre en place, donc d'autres autoportraits, et puis ensuite peut-être effectivement à l'instar de ce qu'on a pu dire au cours de cet entretien, prendre d'autres personnes en photographie, un travail sur leur corps, mais aussi sur leur visage. Je suis très intéressée. Je serais pas la première à se pencher sur cette question, mais de prendre en photographie que des personnes qui ont plus de 50 ans et mettre en exergue la beauté de l'âge. C'est beau d'être vieux. D'avoir des rides, d'avoir un gros nez, un œil plus gros que l'autre, c'est très très beau. Et ça, c'est un challenge, quelque chose qui pourrait peut-être
me plaire beaucoup. Des vrais challenges. Une fois que tu t'es posé en tant que photographe, voilà, ça t'autorise ce genre de liberté, ce genre de projet finalement. Tu parlais du livre avec Jonc, justement, comment ça s'est construit ce livre. Donc j'imagine que les photos au départ, tu les faisais comme un hobby pratiquement. Ça devait être financé sur ton travail d'avocate. Exactement. Mais comment, du coup, à un moment, tu te retrouves à discuter avec Jonc de faire un livre? Alors, donc on était sur Instagram, donc je suivais son travail et respectivement il suivait le mien. Et puis à un moment donné, il m'a émis cette idée, enfin il a émis l'idée de faire un livre. Il m'en a parlé, il m'a dit est-ce que tu serais éventuellement d'accord? Et moi j'ai dit oui tout de suite parce que je suis curieuse, parce que je me suis dit que c'était chouette cette proposition. Et voilà, on a commencé. Il m'a demandé de faire une première sélection. On a regardé ensemble. On a effacé certaines photographies. On en a ajouté d'autres. Et le livre s'est construit comme ça progressivement. Et c'est une aventure fantastique, l'une des plus jolies aventures de ma vie. Ouais. Quand il va entendre l'émission, il va se dire oh là 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 là. Mais c'est vrai. Et je suis extrêmement reconnaissante parce que j'avais pas vu cette perspective-là dans ma vie. Il m'a offert cette possibilité et j'ai trouvé que c'était très chouette. Les échanges qu'on a pu avoir ensemble étaient très constructifs. Il y avait aussi beaucoup d'humour et moi je suis très friande et de l'image et d'humour. Donc le livre, ça a été sa construction s'est faite dans le sérieux et dans l'amusement. L'amusement, c'est pas le bon terme, dans la joie, voilà, de la gaieté. Dans la bonne humeur. Exactement, et ça j'adore. Et voilà, le livre est né. Il a fallu communiquer puisque le livre en partie a été financé par la plateforme Ulule. Ouais. Donc ça a été très compliqué pour moi, non pas qu'il y ait une partie qui soit financée par Ulule, mais parce que ça impliquait que je communique. Et alors, ça peut paraître très, très étrange, mais en réalité, c'est très logique. C'est-à-dire que j'ai été pendant 15 ans avocat active, parce qu'aujourd'hui, effectivement, je suis en retrait, parce que j'avais un besoin de communiquer et surtout, j'avais besoin que chacun d'entre nous puisse s'exprimer. Donc, je voulais que l'autre puisse pouvoir s'exprimer et moi, j'étais le porte-parole de cette expression. C'est indiscret de te demander ce que c'était ta spécialité ? Alors, le droit de la famille, donc du divorce, mais également du pénal, et notamment les mineurs, les correctionnels principalement, l'avocat de proximité. Ouais. C'est-à-dire, alors j'ai pas fait que ça, mais si on devait schématiser, si on devait réduire l'activité principale, je dirais que c'est beaucoup de délinquants, des jeunes délinquants, des stupes, du vol, et des situations très tristes aussi parfois, et des gens qui n'avaient pas forcément les moyens de payer un pénaliste parisien réputé. Et moi, ça m'allait très bien parce que j'ai eu la chance de pouvoir faire des études. J'ai eu la chance de pouvoir devenir avocat. Et j'avais donc la possibilité de donner la parole à ces gens-là qui n'avaient pas eu le même parcours que moi. Et c'était la plus jolie chose. Je me souviens d'une relaxe que j'avais obtenue dans le cadre d'un procès. Et le papa du jeune homme, parce qu'il était majeur, a mis sa main sur mon épaule, l'a pressé et m'a dit merci. Et ça, c'est beau. Et donc la photographie, c'est la même chose. C'est de la communication. C'est dire aux autres, voilà la poésie, voilà du cœur, voilà de la vie. J'existe. Mais parler, comme cette interview finalement, qui est le premier en fait pour moi, donc il y a du stress, parce que moi je suis un peu tendue et tout, je sais pas exactement comment les choses vont-elles se passer, mais je me lance. Communiquer, c'est compliqué quand il s'agit de moi-même. Et donc Ulule m'a forcée à communiquer. C'était très difficile et je me suis prêtée au jeu. Je me suis prêtée au jeu parce que je me suis dit, voilà un éditeur qui s'est intéressé à mon travail, et je dois impérativement non pas le satisfaire lui, mais donner raison à ce projet. Et donc du coup j'ai communiqué, donc j'ai fait des vidéos.
J'ai fait plein de petites promos pour le livre. J'ai mis en exergue des petits gifs et c'était très intéressant parce que j'ai envie de dire, je me suis mis à nu. En fait, quand je suis nue sur mes photographies, c'est pas pareil. C'est beaucoup plus facile de se mettre nu. Alors que communiquer, comme aujourd'hui, on révèle le fin fond de notre personnalité, on montre notre stress, on montre notre émotion, on a la voix qui tremble, on a les mots qui s'entremêlent, on est un peu confus. C'est horrible pour moi. Ça fait partie du jeu. Et voilà. C'est pour ça que ton site web a l'air tout récent. D'habitude, la plupart des sites web, ils ont 2 ans, ils ne sont pas mis à jour depuis. Le tien, je pense qu'il est assez frais. Alors, il a vocation, je pense qu'il va être remodelé, puisqu'il a été créé en réalité un peu plus, il doit y avoir 3 ans ou 4 ans. 4 ans même. Je ne l'ai pas alimenté comme il se doit. Donc, il y a beaucoup d'images que j'aime et qu'on ne retrouve pas dans le site. D'ailleurs, je pense que je vais le nourrir. Il est également dépourvu de texte. Donc je pense que ultérieurement, si on doit parler business, alors je sais pas, j'en ai parlé à Jonc, donc je sais pas si cette possibilité s'offrira à nous, mais j'ai très envie effectivement de faire un deuxième livre dans le cadre duquel seront insérés des textes. Les textes n'ont pas été mis dans Un pas de loup parce que je les trouvais trop sombres et c'était donc voler une part de création personnelle au lecteur. Mais dans un deuxième livre, probablement, est-ce que des textes seront mis? Le site qui est actuellement umberta.fr n'a pas la possibilité d'écrire. Enfin, si, il y a certainement cette possibilité-là, mais je l'ai pas saisie parce que c'est pareil. Je veux que le lecteur puis que ça soit qu'il lise l'image au lieu de dire du texte, quoi. Exactement. D'accord. Parce qu'un texte, c'est comme regarder un visage. Il va forcément imprégner l'image. Alors ça va donner à l'image peut-être de la force, mais ça peut aussi lui nuire. Ça peut rendre une image poétique soudainement très sombre. Et ça, je veux pas. Donc, dans un deuxième temps, à partir du moment où À pas de loup a vu le jour, peut-être que c'est quelque chose qui sera plus légitime et plus normal. Donc umberta.fr va être alimenté incessamment sous peu, et peut-être qu'il y aura un autre site qui comprendra les textes également et qui sera un peu différent en parallèle. D'accord, tu as répondu à ma question suivante qui était quel est l'avenir justement, mais c'est bien, ça fourmille de projets, je vois, c'est pas mal. Eh ouais, j'en ai plein. Dernière question de cette partie. Je crois que tu y as un petit peu répondu aussi. C'est est-ce que tu gagnes bien ta vie aujourd'hui? Je crois que c'est pas une super période pour toi, mais que ça va aller mieux. Eh bien, j'espère. Alors, c'est pour ça, c'est très bien. La thématique, être torturé, mais avoir la tête sur les épaules. Aujourd'hui, je n'ai pas le choix que d'avoir la tête sur les épaules. Je m'aime, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'en fait, la situation est particulièrement difficile et j'essaye de la mener du mieux qui soit. J'ai pleinement conscience, par exemple, que dormir à l'abri, c'est pas un luxe. Enfin, c'est pas ça. C'est un luxe. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est pas Enfin, moi, j'ai de la chance d'avoir trouvé cette porte de sortie et d'avoir un toit, parce que sinon, je serais probablement dans la rue. Et donc, il n'y a pas un seul jour où je me dis, j'ai de la chance, j'ai dormi à l'abri. Donc ça, c'est quelque chose d'incroyable. Il y a un deuxième point aussi qui a fait beaucoup rire les pompiers au moment où on a dû partir de mon appartement. C'est que j'avais des tableaux d'urbex accrochés dans mon appartement. Ouais. Et la réalité, c'est que l'immeuble dans lequel se trouve mon appartement est en train de s'écrouler. Donc, quelque part, et donc, tu vivais dans l'urbex. Les pompiers ont rigolé. Et je crois qu'il faut toujours rigoler dans telles circonstances. J'ai pleuré un peu, je vais pas mentir, oui, j'ai pleuré. Bien. Mais on a rigolé parce qu'on s'est dit, c'est fou, vous faites de l'urbex et votre immeuble est en train de s'écrouler. Bon, j'essaye d'être la plus positive possible parce que pleurer davantage, ça va pas m'aider. Peut-être que demain, je rigolerai de cette situation. Et donc, je crois que la première arme dans des situations drastiques, c'est l'humour. C'est l'humour et il faut toujours se battre.
il faut toujours y croire. Et je pense aussi que À pas de loup, pour moi, c'est aussi dire, bah voilà, la vie, elle réserve des surprises, aussi dramatiques que fantastiques. L'arrêté de péril imminent sur mon appartement, ça a été un drame. À pas de loup, ça a été un feu d'artifice de joie. Ouais. Je dis souvent un truc, c'est que les coups durs, en fait, c'est souvent l'occasion de rebondir un petit peu plus loin que là où on était. Et on le voit toujours comme un coup dur. On ne voit pas ce que ça peut nous apporter aussi derrière en termes de résilience, de rebond et de force d'avancer, en fait. Oui. Des fois tout va bien et tu stagnes parce que justement, tu as peur d'avancer parce que tout va bien. Et c'est peut-être aussi une manière. Est-ce que le livre existerait si tu n'avais pas eu ce problème-là? Ou sous cette forme, en tout cas? Je ne sais pas. J'entendais. Alors, je saute un peu du coq à l'âne, mais il y a un fil conducteur, bien sûr. Enki Bilal, dans un interview qu'il a fait, où on lui disait, mais c'est quand même très très torturé. Il disait, mais il vient de l'ex-Yougoslavie, je crois, de mémoire. Il disait, moi, j'ai grandi dans un endroit qui était pas très confortable. Et est-ce que mes créations auraient été celles-ci si j'avais grandi dans une maison près d'une rivière? Donc ça revient à ce que tu dis. Est-ce que les drames ou les échecs ou les événements drastiques de ma vie ont contribué à la naissance d'À pas de loup? Peut-être, j'ai envie de dire, en reprenant l'état d'esprit de Bilal. Et puis peut-être de manière générale, c'est ce que tu indiques aussi. Donc la seule manière de s'en sortir, c'est de prendre l'énergie négative qui sort d'un événement et d'en tirer du positif, de faire un moulin, un moudre pour que ça devienne positif. Et À pas de loup, ça m'a rechargé en énergie. Et donc c'était très drôle parce que quand il s'agissait de faire la promotion du livre, j'avais les nouvelles folles sur mon appartement où on me demande, parce que c'est pas pris en charge par les assurances, hein. Ouais. Donc on me dit, bah voilà, écoutez, vous allez devoir payer 140 000 euros. Et là, on se dit, mais c'est pas possible. Et après, je vais jamais y arriver. 140 000 euros, c'est pas possible. Et en parallèle, eh bien, je vois l'actualité de À pas de loup et je me dis, il faut que je sois positive. Il faut que j'y aille. Et donc, du coup, je faisais des posts où je souriais, où je disais, je suis trop contente. Ce qui est vrai. Et en fait, À pas de loup m'a vraiment permis de neutraliser toutes ces informations négatives. Ouais. Et donc, j'espère que je vais tenir le coup et que j'en sortirai victorieuse et qu'on aura un interview plus tard où je te dirai, oh là là, quelle sale période, mais j'en suis sortie. Je suis assez confiant quand je te vois là comme ça. Je pense que ça devrait aller pour toi. On croise les doigts. Même si ça sera certainement pas simple d'en voir le bout, mais je n'ai pas d'inquiétude sur le fait que tu vas t'en sortir à te voir comme ça. On arrive à la conclusion de l'épisode et on va encore parler de mauvaises choses. C'est quoi le pire moment de ta carrière? Le pire moment de ma carrière? Ah, je me suis pas posé cette question-là. Est-ce que c'est les mecs bourrés qui sortent de boîte? Alors ça, oui. Un moment que j'avais mal vécu, c'était en novembre 2017. Non, en décembre 2017. On a décidé de partir en Allemagne de l'Est pour faire de l'urbex. Et en fait, décembre, c'est pas le bon moment. Et il neigeait, il faisait froid et la nuit tombait à 17h, nuit noire, en Italie aussi, mais c'est un peu plus agréable. Et ça, j'avais mal vécu on avait choisi, on était parti une semaine et j'avais mal vécu ce moment-là parce que c'était difficile de se déshabiller une fois, courir dans des grands couloirs avec le vent, une fois. Et puis moi, je suis vieillissante, donc le faire pendant 6 jours par des températures de moins 5, moins 6, moins 10, j'ai pas trouvé ça drôle. Donc j'ai pas trouvé ça drôle. Ça, c'était l'un des pires moments de l'urbex. Par opposition, le meilleur moment de ta carrière de photographe? Le meilleur moment, alors il y en a différents. Il y en a tellement, il faut que je fasse un choix.
Je me souviens d'un manicomio, et en fait un hôpital psychiatrique, un ancien hôpital psychiatrique en Italie. Et on était au mois d'août. Les conditions climatiques étaient vraiment très difficiles. Il faisait très 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 chaud. Et on pouvait pas passer par la porte d'entrée, évidemment, puisqu'elle était fermée. Donc on a dû contourner et on a marché dans une espèce de forêt très dense. Et il faisait chaud, chaud, chaud. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu les gouttes de sueur qui tombaient. Ça, c'est là aussi, c'est plus masculin. J'ai souvent vu les copains qui transpirent avec les gouttes. Je me dis oh là, je voudrais pas être comme ça. Et ben moi aussi, ça m'est arrivé. Et notamment ce jour-là, et j'avais les gouttes qui tombaient. Et lorsqu'on est arrivé sur le lieu était tellement beau. C'était magique. Et c'était le Graal, quoi. Et je trouvais qu'il avait bien été mérité. Et il y avait cette espèce d'euphorie. Ouais, vraiment une euphorie dont on devient aussi addict quelque part. Parce que il y a une forme de gaieté et plus rien ne compte en fait sur la Terre. Tout peut s'arrêter. On est arrivé et on est face à la splendeur architecturale. Et ça, c'est magnifique. C'est l'un des plus beaux moments de ma vie. Ouais. Un beau moment à vivre. On est à la toute dernière question de l'épisode. Qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode? Il y a plein de gens. Faut en choisir un. Ou une. Il faut choisir. Alors, je vais faire ma petite maligne. Je pense à un couple qui est un couple d'amis qui sont photographes tous les deux. Elle s'appelle Sabine Schut et son mari s'appelle Franck.S, je crois que j'ai dû noter quelque part. Et elle fait elle est photographe, hein, donc elle fait des photos de mariage, de famille. Elle va être vraiment dans ce cadre-là. Et lui, son mari, qui est Francky S, sur son site, qu'on peut retrouver très facilement, hein, Sabine Schut et Francky S. Je mettrai les liens. Donc FRANCKYS. Et lui, en fait, il fait des portraits qu'il va retravailler, qui sont artistiques. Il va reprendre des peintures et il va vraiment retravailler ces portraits. C'est très intéressant et le couple est fantastique parce que leur travail est différent et très enrichissant. D'accord. Bah, écoute, je le note et puis on s'arrangera pour se mettre en relation avec eux après enregistrement. Où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est quoi tes réseaux, ton site internet, tout ça? Alors, aujourd'hui, on peut me retrouver donc sur Umberta la boîte à images, sur Facebook, Umberta Richeux également sur Facebook, Instagram, Flickr, Umberta boîte à images, je crois, c'est toujours ça. Et il y a le site également umberta.fr qui sont les lieux sur lesquels on peut me retrouver. Et puis ultérieurement, mais je ferai une communication là-dessus, lorsque le nouveau site sera créé, mais il va pas être créé tout de suite, je le préciserai tant sur Instagram que sur Facebook, que sur Flickr. Il y a également le livre. Et le livre, oui. Le livre qui s'appelle À pas de loup, qui est disponible normalement dans toutes les bonnes librairies Exactement. de France et de Navarre, comme on dit. Exactement. On peut le retrouver dans toutes les librairies. Il y a un code qui permet, lorsque le livre n'est pas présenté qui n'est pas présent, donc de toute façon c'est assez simple, il suffit de dire voilà, je cherche À pas de loup, Umberta Richeux, édition Jonc, et on le retrouve très facilement dans les bases de données. D'accord. Donc dans toutes les librairies, effectivement. On peut le trouver et assez sur Amazon aussi. Jonc est une vraie maison d'édition. Vraiment. Et non seulement c'est une vraie maison d'édition, mais au risque d'être redondante, si j'avais pas été contente, je me serais abstenue. Moi, je suis quelqu'un d'entière. Et quand j'aime. Et là, vraiment, je suis subjuguée de la beauté du livre. Alors, ce sont mes photos, j'entends bien. Mais au-delà de la photographie, le livre carré, immanquablement, c'est génial. La qualité des images, c'est génial. Moi, je suis vraiment... oui, pour moi, c'est une maison d'édition qui a un très bel avenir. Très bien. Je mettrai de toute façon les liens vers tous les endroits où on peut l'acheter. Et puis j'espère que ça va générer beaucoup de ventes en passant. Il me reste à te remercier d'avoir participé à cet épisode. Merci beaucoup. C'était très enrichissant et très intéressant.
Et puis j'espère Merci. qu'on aura l'occasion de te retrouver en France assez rapidement Oui. dans un bel appartement qui n'a pas de Oui. problème, qui n'est pas un site d'Urbex lui-même. Je te souhaite Oui. plein de bonnes choses en tout cas. Et puis à très Merci. bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, c'est important et ça aide beaucoup à notre visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini. Ciao, ciao.